Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Enfin Peut-être, un podcast doutant et douteux qui parle de pensée critique. Alors je vais vous proposer pendant l'été une petite série d'épisodes où je vais tout simplement mettre en version audio des articles que j'ai écrits ces dernières années. On va donc parler de scepticisme, d'écologie, de mathématiques et bien évidemment de pensée critique. Dès la rentrée, le podcast revient avec un très gros projet, mais ça, je vous en parlerai plus tard. Bon épisode à vous. Excuse-moi, Ouais. est-ce que tu sais s'il y a plus de morts ou de vivants sur Terre? Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. Tu vas t'abîmer les oreilles avec ce truc. Et puis mon père, il dit que ça peut réduire l'audition. Dans cet épisode, on va parler d'un article écrit en février 2022 et qui s'appelle « Mensonge, sacré mensonge et modèle de régression ». Quel sera le record du 100 mètres en 2100 ? C'est une question que se sont posées des chercheurs anglais dans un article de 2004 et qui, pour y répondre, ont déployé leurs outils statistiques de manière assez maladroite. Une erreur qui n'est qu'une perche tendue pour faire une lecture critique d'un article scientifique et montrer comment on peut prédire n'importe quoi en ayant l'air scientifique. Et quand on dit statistique, on entend déjà un chuchotement dans l'oreille qui nous rappelle à la prudence avec ces mots popularisés par Mark Twain. Il y a 3 sortes de mensonges, les sacrés mensonges et les statistiques. Mensonge ou erreur, peu importe, toujours est-il qu'il est facile de tromper ou de se tromper avec des chiffres. Et une de ces erreurs potentielles concerne les prédictions que l'on peut faire à partir des données passées. Pour faire de telles prédictions, bien souvent la méthode est la suivante. On observe les données passées, puis on prolonge la tendance observée dans le futur. Il est donc nécessaire de décider comment prolonger ces données. C'est ce qu'on appelle le modèle de régression. Et ce choix peut être assez fallacieux. Pour illustrer ceci, reprenons l'exemple des performances athlétiques sur 100 mètres. Première partie, les Jeux Olympiques de 2156 seront historiques. Comme nous l'avons dit, pour prédire l'avenir des performances athlétiques, une manière de faire consiste à analyser l'évolution des performances passées pour en déduire l'évolution future. On trace sur un graphique les données passées, on trace une courbe qui a l'air de coller aux données et on peut prédire le futur. Facile. C'est ce qui a donc été fait dans un article publié en 2004 dans la revue Nature et dont le titre peut se traduire par « Un sprint historique aux Jeux Olympiques de 2156 ». Les auteurs de l'étude ont collecté tous les temps des champions olympiques masculins et féminins du 100 mètres, depuis 1900 pour les hommes et seulement depuis 1928 pour les femmes, et jusqu'en 2004, date de publication de l'article. Ces données ont ensuite été tracées sur un graphique et approchées par une courbe supposée représenter cette tendance. Ainsi, l'étude prédit qu'en 2100, le temps féminin du 100 mètres olympique sera d'environ 8,9 secondes. Et le record masculin sera d'environ 8,5 secondes. Il prédit également qu'aux Jeux Olympiques de 2156, le temps de la course féminine pourrait pour la première fois passer en dessous de celui de la course masculine. En prenant en compte une marge d'erreur, ils prédisent plus exactement que ce dépassement devrait avoir lieu entre 2064 et 2788. Cette information a été reprise dans différents médias, par exemple dans Les Échos, sur RDS, un média sportif canadien, ou en anglais dans The Telegraph ou dans Manchester Evening News. Quelques critiques générales peuvent être émises sur ce résultat, notamment sur la qualité des données, qui sont assez peu nombreuses. Elle ne comprend qu'une information tous les 4 ans. D'autres articles sur le sujet considèrent les meilleures performances annuelles, par exemple. Et de plus, ces données ne sont pas très consistantes. Le chronométrage et le règlement ont évolué pendant cette période. Mais la critique principale que l'on peut faire concerne, comme nous l'avons déjà dit, le modèle de régression utilisé. Autrement dit, le choix des tracés supposés approximer les données. Deuxième partie, préparer le chronométrage négatif. Les auteurs de l'étude proposent d'utiliser une régression linéaire, c'est-à-dire une ligne droite, qui passe au plus près des données. Ce choix peut être tout à fait opportun si le phénomène étudié correspond effectivement à une évolution linéaire, au moins localement. Mais est-ce le cas ici ? Avec le jeu de données qui est proposé, on s'aperçoit qu'une approximation avec une droite semble, en effet, assez bien collée aux données.
Et c'est ce que remarquent les auteurs. Voici un extrait. Une gamme de modèles a été testée. Les modèles linéaires ont donc été adoptés car ils représentaient l'option la plus simple. Il semble donc que, localement, à l'échelle de quelques décennies, l'utilisation d'un modèle linéaire pourrait être pertinent. Mais vous avez certainement remarqué le piège ici. En suivant les prédictions de ce modèle, dans un futur lointain, on finit par tomber sur des résultats absurdes. Les temps finiront par arriver à 0 secondes, aux alentours de 2615 pour les femmes et de 2876 pour les hommes, puis négatifs. D'ailleurs, les Jeux Olympiques de l'an 3000 devraient se gagner en moins 6,67 secondes pour les femmes et en moins 1,39 secondes pour les hommes. Cette absurdité a d'ailleurs été pointée du doigt dans le numéro suivant de Nature par la chercheuse en biostatistique Kenneth Rice. Une autre absurdité, c'est que si l'on prolonge dans le passé, on remarque aussi que les premiers athlètes olympiques, environ autour de moins 800, auraient couru le 100 mètres en environ 41 secondes pour les hommes et, s'il y en avait eu, 59 secondes pour les femmes. Pour comparaison, le record actuel du 100 mètres pour les plus de 105 ans est de 34 secondes 50. Dans ce cas, l'utilisation d'une régression linéaire pour modéliser l'évolution des performances en sprint sur le long terme n'est pas du tout adaptée et ne nous dit en réalité rien de très intéressant sur les Jeux Olympiques de 2156. Une critique de l'utilisation d'un modèle linéaire dans cette situation a également été publiée dans le numéro suivant par Weya Raidbaum, qui n'est pas une scientifique mais bien une athlète. Troisième partie, affûter son regard critique sur les modèles de régression. Un exercice intéressant consisterait à réfléchir, en premier lieu, aux propriétés que doit avoir un bon modèle de régression. Autrement dit, quelle forme devrait avoir la courbe pour approximer les données de manière cohérente. Par exemple, dans le cas de la prédiction des performances athlétiques futures, on peut proposer les 3 propriétés suivantes. Premièrement, comme on l'a vu, le modèle ne devrait pas décroître indéfiniment. La courbe d'approximation doit atteindre un minimum. On dit qu'elle doit avoir une borne inférieure. Deuxièmement, cette borne inférieure doit être strictement positive. Évidemment, le temps de course ne peut être ni négatif ni nul. Troisièmement, si l'on souhaite étendre l'extrapolation dans le passé pour estimer le meilleur coureur à chaque époque, il faut également que le modèle ait une borne supérieure. Alors je me permets de me couper au montage parce que je me rends compte en m'écoutant qu'on aurait pu facilement en rajouter une quatrième propriété que doit avoir le modèle de régression, c'est que celui-ci doit être strictement décroissant. Vu qu'on mesure des records chronométrés, forcément ceux-là ne peuvent que descendre et du coup on évacue évidemment toutes les courbes croissantes, toutes les courbes monotones, mais également toutes les courbes en U par exemple. Voilà, je me rends à la parole. Ces contraintes théoriques étant établies, et possiblement d'autres, il est alors possible de choisir un modèle de régression qui les respecte. C'est ce qui est fait par exemple dans un autre article sur cette même problématique que je vous mets également en description. Une fois le modèle choisi, les paramètres doivent être ajustés pour coller au plus près aux données existantes et pouvoir ainsi prédire la tendance future. Cette recherche d'un modèle de régression adéquat qui est ensuite ajusté aux données illustre le fait que souvent, un résultat scientifique robuste se nourrit d'une part d'une cohérence théorique et d'autre part d'une conformité aux données factuelles. Alors évidemment, ici l'enjeu est minimal. Et si ces chercheurs anglais et leurs prédictions pour 2156 ont fait cette erreur, par maladresse ou pour le buzz, les conséquences sont négligeables. Il peut cependant être utile de garder à l'esprit que faire des prédictions futures à partir de données passées est assez périlleux et peut amener à des conclusions hasardeuses. Si l'on se soustrait à une rigueur scientifique, aux méthodes mathématiques qui encadrent ce type d'estimation, et que l'on confie au cerveau humain le soin de tracer les lignes qui prolongent des tendances, il y a fort à parier que l'on retrouvera les biais que l'on connaît déjà par ailleurs. Dans une quatrième et dernière partie, je propose en bonus quelques planches de l'auteur de comics américain qui s'appelle XKCD, qui fait souvent des planches autour des sciences et qui s'est souvent amusé avec ces questions de régression linéaire. Donc, étant une émission audio, je ne peux pas vous les retranscrire, mais vous pouvez les retrouver sur l'article en ligne. En revanche, j'avais mis en note un extrait de Mark Twain qui joue aussi avec ces régressions linéaires et je vais vous le lire du coup à la place du bonus visuel.
Concernant plus spécifiquement les modèles prédictifs, Mark Twain raconte la chose suivante dans La vie sur le Mississippi. Si je voulais faire comme l'un de ces scientifiques fastidieux et que je m'aventurais à démontrer ce qu'il adviendra dans le futur lointain à partir de ce qui s'est passé ces dernières années, quelle opportunité. Regardez donc. Au cours des 176 dernières années, la partie inférieure du Mississippi s'est rétrécie de presque 400 mètres, ce qui fait en moyenne à peine plus de 2,20 mètres par an. Ainsi, n'importe quelle personne sensée, qui n'est ni aveugle ni stupide, peut constater qu'au cours de la période silurienne oolithique supérieure, ça fera 1 million d'années en novembre prochain, la partie inférieure du Mississippi était plus longue de 2200 km et se plantait dans le golfe du Mexique comme une canne à pêche. Et de même, n'importe qui de sensé peut constater que d'ici 746 ans, le Mississippi inférieur ne fera plus que 2,8 km de long, et alors Caïro et la Nouvelle-Orléans auront joint leurs rues et vivoteront joyeusement, dirigés par une unique maire et un conseil municipal commun. Il y a quelque chose de fascinant par rapport à la science. Il est possible de produire une énorme quantité de prédictions à partir d'un investissement minime en données factuelles. Voilà, c'est la fin de cet article. Si jamais vous voulez voir les petits bonus et quelques notes en plus, n'hésitez pas à aller voir l'article en ligne. Je mets le lien en description, bien évidemment. Et j'espère que ces petites remarques vous rendront un petit peu prudent sur, comme le dit Mark Twain, les prédictions que l'on peut faire dire à la science avec une quantité minimale de données. Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Excuse-moi. Ouais? Est-ce que tu sais s'il y a plus de morts ou de vivants sur Terre? Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. Tu vas t'abîmer les oreilles avec ce truc. Et puis mon père, il dit que ça peut réduire l'audition.